Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du tout début du XXe siècle. Alors, installez-vous pendant que nous partons aux États-Unis. Hazel Galbraith est née en 1871 à Mount Morris, un village de l'ouest de l'État de New York, près de la rivière Genesee et au sud du parc d'État de Letchworth. Enfant, il a été emmené vivre à Fort Collins, une ville du nord du Colorado, près des Rocheuses et de la frontière avec le Wyoming, à environ 105 km au nord de Denver. Hazel s'est bien débrouillée, allant à l'école et obtenant de bons résultats. Pendant ses études, Hazel a rencontré Jennifer Spencer Lamb, une jeune femme de son âge. Née le 5 octobre 1871 dans le Nebraska, elle était la benjamine du révérend E.J. Lamb et de Jane. Jennifer a déménagé à Fort Collins avec sa famille en 1874. Hazel et Jennifer ont commencé à se fréquenter puis se sont mariés en 1892 à 21 ans. 4 ans plus tard, le 3 décembre 1895, Jennifer donna naissance à leur fils Hazel Donald, qu'ils appelèrent toujours Donald. La vie était belle. Hazel avait un emploi stable et Jennifer était une épouse et mère dévouée. En 1899, Hazel reçut une promotion nécessitant le déménagement de sa famille à Russell Gulch, une ville minière du comté de Gilpin, Colorado. Voulant progresser professionnellement et améliorer leurs finances, le jeune couple saisit l'opportunité, fit ses valises et partit à Russell Gulch, prêt à emménager et à profiter de tout ce que la ville minière offrait. Durant 5 ans, Hazel travailla dur et fut jugé digne de confiance, au point d'être promu à un poste supérieur. Sa capacité à s'exprimer avec éloquence le rendait remarquable à une époque où ses qualités étaient très appréciées professionnellement. Il navigua aisément les hiérarchies sociales et d'entreprise du début du XXe siècle, ce qui stimula encore ses ambitions. Pour son travail, il allait souvent à Denver, à 65 km de Russell Gulch, et y séjournait parfois plusieurs jours. Lors d'une visite, il rencontra Madame Lottie Russell, une divorcée du 18, 22e avenue. Ils se voyaient à chaque venue d'Hazel à Denver et leur relation devint vite intime. Hazel, malgré sa femme et son fils, rendait visite à Madame Russell dès qu'il le pouvait. Cependant, il avait des remords et, pour apaiser sa culpabilité, il se mit à boire. Il semblait attiré par Madame Russell. Il lui offrait des cadeaux et l'a emmené 2 fois à Buffalo, voyageant en train-couchette et séjournant dans un hôtel de luxe. Mais plus il s'enfonçait dans cette relation immorale, plus il buvait. À ce stade, les dépenses d'Hazel dépassaient ses revenus. Il avait besoin d'argent et, sans réfléchir, il a encaissé des chèques de son employeur, M. A.J. Richard, propriétaire de la mine de Topeka à Russell Gulch. Cette fraude a duré plusieurs semaines avant d'être découverte par M. Richard. En apprenant les actes d'Hazel, M. Richard l'a immédiatement renvoyé. À l'insu de M. Richard, Hazel avait volé des chèques en blanc et pouvait poursuivre ses activités frauduleuses. Au lieu de dire à sa femme qu'il avait perdu son emploi, il a choisi de faire semblant de travailler encore à la mine. Il a décidé de faire cela jusqu'à ce qu'il trouve un autre poste ou réfléchisse à ce qu'il devait faire ensuite. Il continuait à boire et avait maintenant commencé à jouer. Malgré ses difficultés personnelles, dont la pression financière et le stress croissant, Hazel tentait de paraître normal, même si la situation le dépassait. Le matin du 9 mars 1904, lui et sa femme Jennifer discutèrent de leur projet d'avenir au lit. Jennifer ignorait encore le licenciement récent de son mari et la tension qui le bouleversait et minait sa stabilité émotionnelle. Bien qu'elle ait remarqué qu'il était récemment plus renfermé, elle ignorait le trouble qui le poussait à un comportement de plus en plus désespéré et inquiétant. Alors qu'Hazel parlait, il essaya discrètement de la distraire lorsqu'elle détourna les yeux. Il a ouvert le tiroir de sa table de chevet, a sorti un pistolet et a tiré une balle dans la tête de sa femme. Alors que son corps tombait en arrière, il vérifia qu'elle était morte. Il a délicatement posé son corps sur le lit et l'a recouverte d'un drap comme si elle dormait. Il est ensuite sorti et a appelé son fils de 8 ans, qui jouait avec d'autres enfants à proximité. Donald était un enfant obéissant, et il est immédiatement rentré à la maison en courant. Hazel lui demanda de s'asseoir entre lui et sa mère sur le lit pour discuter, ce que Donald fit. Obéissant à son père, Hazel a pointé la fenêtre, puis a tiré une balle dans la tête de son fils lorsque celui-ci a regardé dehors.
avec sa femme et son fils maintenant morts. Il a méthodiquement arrangé leur corps, il a croisé leurs bras sur leur poitrine et a croisé leurs jambes et leurs chevilles, s'assurant qu'ils paraissaient sereins et paisibles. Après cela, il a calmement ramassé les douilles usagées sur le lit et les a mises dans ses poches. Il s'est ensuite habillé avant de chercher tout le whisky dans la maison et une fois qu'il l'a trouvé, il l'a bu entièrement. Il a ensuite parcouru la courte distance jusqu'à Idaho Springs, où il est resté à boire pendant les jours suivants avant de se rendre à Denver le 14 mars. À Denver, il est allé directement à l'hôtel Brown Palace et a continué à boire. Ses ressources diminuant, il avait désespérément besoin d'argent liquide. Dans un moment de dure réalité, il a décidé de mettre en gage l'alliance de sa femme qu'il avait retirée de son doigt après avoir commis son crime le plus horrible. Après avoir encore bu, il a envoyé un mot à Lottie Russell, lui demandant de prendre une calèche et de venir le chercher dans un saloon. Elle fit ce qu'il avait demandé et, après avoir roulé un moment pour essayer de le dégriser, elle et le cocher l'aidèrent à entrer dans la maison. Pendant qu'il faisait cela, il a dit « Si vous saviez ce que j'ai fait, vous ne m'auriez pas laissé entrer. » Cependant, Madame Russell ne prêta aucune attention à ses propos, pensant qu'il ne s'agissait que des divagations d'un ivrogne. Madame Russell avait un frère, Ernest Williams. Depuis qu'elle voyait Hazel, celui-ci et Ernest étaient redevenus de grands amis, à tel point qu'en voyant son état pitoyable, Ernest lui prêta aussitôt de l'argent. En retour, Ernest reçut un acte de vente pour les biens d'Hazel. Hazel lui dit que, séparé de sa femme, aucun d'eux n'avait plus besoin de ses objets. Ernest, pressé d'obtenir ces objets, accompagna Hazel chez lui le soir du 1er avril pour les récupérer. Hazel insista pour qu'il fasse la tâche tard dans la nuit, affirmant que s'ils étaient vus en train d'enlever les meubles, cela pourrait attirer l'attention d'autres créanciers, qui pourraient potentiellement lui causer des ennuis. La maison était étrangement silencieuse, c'était comme si quelqu'un était parti précipitamment sans rien nettoyer. Elle était petite. Alors qu'Ernest examinait les meubles à prendre, Hazel lui dit de ne pas entrer dans les chambres, car ceux-ci étaient réservés à un autre créancier. Ernest trouva cela étrange mais ne posa aucune question, ignorant que la vraie raison était bien plus sombre qu'il ne l'imaginait. Le 8 avril, les détectives de Denver ont confronté Hazel avec un mandat pour l'arrêter pour vol envers son ancien employeur. Sa tentative d'échapper aux conséquences de ses actes avait finalement pris fin le lendemain, après avoir appris qu'Hazel avait été arrêtée. Madame Samantha Hughes, dont le mari possédait la propriété où il avait vécu avec sa femme et son fils, s'est rendue à la maison. Le loyer restait impayé, et elle n'avait pas vu Madame Galbraith ni son fils depuis des semaines. Elle a frappé, sans réponse. Après un court moment, elle est entrée avec sa clé. En observant, il était clair que le lieu était inhabité. La plupart des meubles avaient disparu et un silence inquiétant régnait. Madame Hughes a senti qu'il y avait un problème. En entrant dans la chambre, elle a découvert une scène tragique. Madame Jennifer Galbraith et son fils étaient en vie sur le lit. Le temps n'avait rien fait pour atténuer l'horreur de leur mort. Cette découverte a provoqué une onde de choc dans la communauté. Cette révélation a confirmé la gravité des crimes et renforcé le sentiment de trahison et d'incrédulité chez ceux qui connaissaient la famille. Les gens se demandaient comment Madame Galbraith et son fils avaient pu rester morts dans la maison aussi longtemps sans que personne ne s'inquiète de leur absence. Cependant, il a été confirmé qu'Hazel avait dit à toute personne qui s'était renseignée que sa femme et son enfant étaient partis passer quelque temps à Boston. Cette explication semblait plausible et avait été efficace pour détourner les soupçons. Ainsi, la véritable raison de leur absence était restée cachée jusqu'à la macabre découverte. Hazel apprit par le chef Armstrong et le capitaine Connor que les corps de sa femme et de son fils avaient été retrouvés. Il fit des aveux complets, un cigare à la main et parfois, souriant sans hésitation, il raconta les détails horribles. Il dit avoir tiré d'abord sur sa femme, puis sur son fils. Il a dit que sa relation avec Madame Russell l'avait mené sur une voie destructrice après avoir perdu son emploi. Il avait commencé à boire. Et le fait qu'il ne pouvait plus subvenir aux besoins de sa famille le laissait profondément honteux et embarrassé. Dans une tentative mal avisée de protéger sa femme et son enfant de la honte qu'il pensait leur faire subir, il les a tués. Il a dit qu'il avait également prévu de mettre fin à ses jours, mais qu'il n'y était pas parvenu. Dans la poche de sa veste, la police a trouvé une lettre de suicide et des balles correspondant à celles qui avaient été utilisées lors des meurtres de Jennifer et Donald. La police, cependant,
s'est demandé si sa véritable motivation n'était pas son désir d'être avec Madame Russell. Hazel a été transféré à la prison centrale de la ville, où il serait détenu jusqu'à son procès. Quand la nouvelle de son crime contre une femme et un enfant s'est répandue, la communauté a été indignée. Face à la colère croissante du public et aux appels à la justice populaire, 20 adjoints armés ont encerclé la prison pour assurer la sécurité et l'ordre. Cette présence sécuritaire impressionnante était nécessaire pour empêcher une foule en colère de se faire justice elle-même et d'exécuter l'homme détenu. Les autorités étaient déterminées à ce que la justice soit rendue par les voies appropriées, malgré le désir de la communauté d'obtenir une vengeance immédiate. Le shérif Cross est allé à Denver pour voir la sœur d'Hazel Galbraith, après avoir appris dans les journaux la mort de sa belle-sœur et de son neveu. Elle informa le shérif qu'elle avait 600 $ à la disposition de son frère s'il en avait besoin. Elle faisait partie des rares personnes prêtes à l'aider. Le 15 avril, une audience préliminaire eut lieu et une foule en colère se rassembla devant le tribunal pour demander une justice rapide. Lorsque le substitut du procureur demanda à M. Galbraith comment il plaidait, Hazel répondit « À ma connaissance, je suis coupable ». Il fut de nouveau placé en détention provisoire et renvoyé devant la session de juin du tribunal de district. Le procès commença le 15 juin dans une grande attente. La première journée, la salle d'audience, bondée, accueillait de nombreux spectateurs venus voir Madame Lottie Russell, témoin clé de l'accusation. Cependant, la procédure a déçu ceux qui attendaient une longue bataille judiciaire. Le procès a duré 2 jours, la défense d'aliénation mentale d'Hazel Galbraith n'ayant pas eu lieu. Après avoir présenté quelques témoins, la défense a vite conclu sa plaidoirie. Après une délibération de moins d'1 heure, le jury est revenu avec un verdict déclarant l'accusé coupable de meurtre au 1er degré. L'accusé a de nouveau été emmené pour attendre la sentence. Le 7 juillet, il est revenu au tribunal où le juge a annoncé qu'Hazel Galbraith serait pendue pour ses crimes. La date d'exécution a été fixée au 16 octobre et elle aurait lieu à la prison d'État du Colorado à Cannon City. Cela marqua le début du dernier chapitre d'une affaire qui avait captivé la communauté et attiré l'attention non seulement au Colorado, mais dans tout le pays. Hazel accepta sa punition. Il semblait soulagé que la pression du procès et l'attention publique soient enfin terminées. Il ne lui restait plus qu'à attendre en prison. 2 jours avant son exécution, le gouverneur Adams lui accorda un sursis. D'autres suivirent dans les 6 mois suivants. Alors que l'État réexaminait ses lois sur la peine capitale, aucune exécution n'avait eu lieu au Colorado depuis 8 ans. Avant d'exécuter M. Galbraith, le cadre juridique de la peine capitale dans l'État a été réexaminé. Suite à cela, la date d'exécution finale d'Hazel a été fixée à 20 h le 6 mars 1905. Quand le jour arriva, Hazel était prêt. Il semblait trouver du réconfort à enfin payer pour son crime le plus odieux. Il porte un costume noir, une chemise blanche impeccable et une cravate noire, contrastant avec la gravité de l'occasion. Il fut escorté de sa cellule à la Potence pendant la lecture de son mandat d'exécution et on lui offrit un whisky pour calmer ses nerfs. Cependant, il refusa, disant d'une voix douce « Plus de ça, pour moi c'est ça qui m'a mené là où je suis ». Lorsqu'on lui demanda s'il avait quelque chose à dire, il s'adressa à l'Assemblée avec une déclaration posée et réfléchie. « Je quitte cette terre sans aucune rancune envers qui que ce soit. Personne n'est à blâmer sauf moi-même. » Ces paroles, empreintes d'un profond sens des responsabilités personnelles, ont marqué tous ceux qui les ont entendues. Après sa dernière déclaration, Hazel Galbraith fut pendue, mettant fin à une vie marquée par une chute importante et tragique. L'affaire n'avait pas seulement touché les personnes directement impliquées, mais elle avait également profondément résonné au sein de la communauté. Elle a marqué la fin d'une intense surveillance des lois sur la peine capitale de l'État. Hazel a été enterré à Woodpecker Hill, section du cimetière Greenwood Pioneer réservé aux prisonniers. Sa femme et son fils ont été enterrés au cimetière Grandview à Fort Collins, dans le Colorado. Bonjour à tous et merci de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou suggestions et j'espère vous retrouver tous pour la prochaine affaire.